Bienvenue à la 15e édition des ANED. Je suis Morgane Fourmeau, donc je suis étudiante à TBS en M1 et membre du B3D au pôle ANED. Et du coup, je serai l'animatrice de cette conférence qui porte du coup sur le thème de la pratique du zéro déchet que Fanny Gestin va nous présenter. Comme vous le savez d'ailleurs, l'école ou pas, l'école est engagée du coup dans une démarche RSE depuis quelques années et les ANED du coup maintenant font partie des rendez-vous, on va dire, incontournables en termes de développement durable de TBS. Du coup, sans plus tarder, je vais vous présenter Fanny Gestin, qui est une ancienne étudiante de TBS et fondatrice du coup de la Fabrique des Castors. Elle partage du coup sa passion du zéro déchet à travers du coup son expérience en voile. Elle confectionne des ateliers zéro déchet et accompagne des entreprises dans la réduction des déchets. Merci beaucoup pour cette présentation, Morgane. Alors, je vais changer de slide. Du coup, l'idée, donc merci d'être aujourd'hui ici pour les ANED. Je vous propose de voir ensemble en fait la démarche zéro déchet. En fait, l'idée, c'est que ça soit un échange sur comment nous, à notre échelle, on peut se lancer dans cette démarche et réduire un maximum nos déchets. Donc, pour me présenter, Morgane l'a déjà fait, je suis une ancienne de TBS et j'ai lancé en début d'année la Fabrique des Castors où on propose des ateliers zéro déchet et des team building pour les entreprises. Alors, ce que je vous propose là, dans les 30 prochaines minutes ensemble, c'est de regarder ensemble d'abord la situation actuelle. Qu'est-ce que réellement, en fait, un déchet ? Ensuite, on verra cette démarche zéro déchet qu'on peut adopter chacun peut adopter cette démarche et réduire progressivement nos déchets pour devenir ensemble des consommateurs. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on partage des astuces et une méthode à adopter et à partager. Et ensuite, à la fin, s'il y a des questions, on pourra échanger. Et il y a des références que je vais citer et je les donnerai à Morgane. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ça, vous l'aurez. Alors, pour savoir un peu comment je me suis lancée dans cette démarche zéro déchet, alors, je ne pense pas avoir été toujours dans le zéro déchet, mais petite, donc c'est moi à 6 ans, je pense que je l'étais plus ou moins. Parce qu'à cette époque, donc, j'ai passé mon enfance sur un voilier avec ma famille, donc mes 2 parents et mes 2 grands frères. Et quand tu vis sur un bateau de 15 mètres carrés, tu n'as pas tant que ça d'espace. Donc, tu n'as pas des milliards de jouets, pas des milliards de fringues. Tu dois faire attention à l'énergie, donc tu n'as pas de lave-linge, tu n'as pas de PlayStation. Et tu dois faire attention à l'eau douce, surtout par exemple quand tu pars traverser l'océan. Donc voilà, donc en fait, cette période-là, ça peut paraître rustique, mais finalement, je crois qu'à cette époque, j'étais peut-être la plus heureuse des petites filles. Et quand on est rentré, donc vers 7-8 ans, je me rappelais plus de ma vie d'avant. Enfin, en même temps, ma vie d'avant, elle avait duré 2 ans, de mes 1 à 2 ans. Et donc, quand j'ai découvert le micro-ondes, cette capacité à laver tout seul, même le lave-linge, j'étais un petit peu omnibulée. Et pourtant, devenue abdo, je me suis vite habituée à cette société de consommation, à vouloir ressembler à ma femme de l'époque, à vouloir de nouvelles fringues et un téléphone. Donc, voilà. Et sauf que c'est devenu adulte où je me suis remise à penser notre mode de consommation. Est-ce que finalement, on ne devrait pas vivre sur Terre comme si on était sur mer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux avec moins ? Et c'est pour ça que je me suis commencée à m'intéresser à la démarche zéro déchet et notamment à la notion de déchet. Alors, qu'est-ce que réellement un déchet ? Alors, en fait, il faut savoir qu'en France, en moyenne, on jette par personne 568 kilos de déchets dans une année. Donc, c'est l'équivalent du poids d'un ours brun. Alors, il y a quoi dans ces déchets-là qui sont comptabilisés ? Donc, il y a tout ce qui est les ordures ménagères, les ordures, tout ce qui est jeté en fait par le service public et tout ce qui va en déchetterie. Mais ces déchets-là ne prennent pas en compte en fait le cycle de vie global d'un produit, de son extraction à sa consommation. Et quand on prend, alors attends, est-ce que j'arrive ? Ah oui. Et quand on prend en fait le cycle de vie global d'un produit, finalement, on se retrouve avec beaucoup plus de déchets.
Et en réalité, chaque Français mobilise 13,8 tonnes de matière par an, donc soit l'équivalent de 3 éléphants. Alors, dans tous ces déchets, il y a quoi? Donc, il y a des déchets visibles dont on a parlé tout à l'heure, et il y a aussi tout ce qui est le poids carbone, donc toutes les émissions de CO2, bah oui, c'est un déchet. Toutes les ressources naturelles qu'on puise dans le sol, c'est un déchet. Et on génère des déchets, et sans parler de la consommation d'eau. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus concrètement ce sujet-là, je suis allée interviewer Jean Le Gin, pour qu'il me raconte un petit peu ce tour du monde. Et donc, je vais raconter un petit peu son histoire. Donc, Jean Le Gin est né en Inde, où il a été extrait sous forme de coton. Ensuite, il a été envoyé chez son voisin pakistanais, où il a été filé et tissé. Ensuite, il a été envoyé en Chine, où là, la toile du jean a été fabriquée. Ensuite, au petit 4, il a été envoyé en Tunisie, où là, ses amis, son ami, notamment Fermeture Éclair, venu d'Australie, l'a rejoint. Les boutons venus de République dominicaine du Congo l'ont rejoint, et les rivets venus d'Australie l'ont rejoint. Donc là, ils ont été fabriqués, le jean commence à prendre forme. Il a été ensuite envoyé au Bangladesh pour subir une opération assez nocive pour donner l'effet un peu usé à la mode aujourd'hui. Donc c'est une opération très, très nocive. Pour enfin arriver en France, où il attend aujourd'hui en boutique. Donc en fait, il faut savoir que de l'extraction de coton jusqu'à sa mise en vente en rayon, Jean Le Gin aura parcouru une fois et demie la planète. Il aura mobilisé 11 000 litres d'eau, et sans parler des émissions de CO2 liées au transport et aux extractions de matière. Donc en fait, l'idée, c'est de savoir, quand j'achète tel ou tel objet, savoir un petit peu les impacts que ça a derrière. Alors, imaginons, moi, j'ai flashé sur Jean Le Gin, donc je l'achète. Et finalement, 2 mois plus tard, la mode est au velours. Donc, qu'est-ce que je fais de jean? Alors, les déchets récoltés en France, donc là, je parle bien des déchets récoltés, pas des déchets qui sont jetés dans la nature. Il y a 20% de nos déchets qui sont recyclés. Mais il faut savoir que le recyclage, ça a bien sûr des limites. Parce que, par exemple, pour produire une bouteille plastique neuve, il faut 3 bouteilles recyclées. Et bien sûr, ce n'est pas recyclable à l'infini. Il y a 30% de nos déchets qui terminent en centre d'incinération, mais ce n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Surtout qu'il faut savoir que, par exemple, pour 1 tonne de déchets brûlés, il reste 300 kg de cendres et de déchets non combustibles, dont 25 kg de déchets toxiques qui doivent être envoyés dans un autre centre pour être traités de manière spécifique. Donc, ça a quand même des impacts sur l'environnement. Et ensuite, aujourd'hui, il y a 36% de nos déchets qui terminent en centre d'enfouissement. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Ça émet du méthane, ça pollue la terre, l'eau et l'air. Et enfin, juste, il y a aujourd'hui 14% de nos déchets qui sont compostés. C'est encore très peu, mais ça s'est amené à évoluer parce qu'en 2003, notamment, il y a des obligations pour les déchets organiques. Mais ça, voilà, il y a encore une marge de manœuvre à avoir. Et en plus, ces déchets récoltés, ça a un coût, et ce coût s'élève à 23,7 milliards d'euros par an. Donc, c'est quand même considérable. Alors là, j'ai parlé des déchets récoltés, mais je n'ai pas encore parlé des déchets jetés dans la nature. C'est 800 000 tonnes de déchets qui sont jetés dans la nature chaque année en France. Et donc, à l'échelle mondiale, c'est 12 millions de tonnes de plastique qui terminent dans nos océans chaque année, soit le contenu d'un camion poubelle chaque minute. Alors, pourquoi on parle beaucoup du plastique? Parce que déjà, le plastique, c'est très vicieux. Ça se termine en microparticules invisibles à l'œil nu. Et même le plancton, qui est responsable à 50% de l'oxygène
que nous respirons mangent du plancton. Donc, c'est quand même assez problématique, sachant qu'il y a 1,5 million d'animaux marins qui meurent chaque année pour avoir ingéré du plastique. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui du plastique. Et pour vous donner un cas concret, je ne sais pas si vous connaissez l'île d'Anderson. J'ai mis sa géolocalisation sur la gauche. Mais en gros, l'île d'Anderson, c'est une île en plein milieu de l'océan Pacifique. Elle est inhabitée, elle est loin de l'activité humaine. Et pourtant, elle possède la densité la plus élevée de détritus au monde. Alors pourquoi du fait de sa proximité avec le vortex, ce 7e continent de plastique dont on parle de plus en plus. Alors là, ça commence à faire réfléchir de se dire que même loin de l'activité humaine, il y a des déchets. Alors, que faire? Oui, c'est terrible, il y a des déchets partout, la planète va mal, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour limiter ça? Alors moi qui pensais que recycler, c'était la première étape de l'écolo, eh ben en fait, pas vraiment. Est-ce que la meilleure solution, ça serait de ne pas faire de déchets? Est-ce que le meilleur déchet, en fait, ce serait celui qui n'existe pas? Alors, je me suis intéressée à cette démarche zéro déchet qui a été lancée par Bea Johnson aux États-Unis il y a quelques années. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on ne devrait pas vivre sur Terre comme on vit sur mer? C'est-à-dire quand on part en traversée, on achète la bonne quantité, on évite tous les déchets au préalable, parce qu'on ne pourra pas jeter comme on veut sur un bateau. Est-ce qu'on ne devrait pas vivre sur Terre comme sur mer? Donc, pour vous raconter un petit peu cette démarche zéro déchet, je vous propose de vous embarquer pour une virée en mer pendant quelques minutes. Mais avant de monter à bord, il y a 5 règles à suivre. Les fameux 5 R de la démarche zéro déchet. Alors, tout d'abord, il y a le premier R qui est refuser. Il faut refuser tous les emballages jetables avant de monter à bord. Ensuite, réduire. On a droit juste à un bagage à main par personne pour la traversée. Ensuite, réutiliser. Être sûr d'avoir des habits, des outils qui tiennent le coup. Parce que si on a un couac en pleine traversée, il faut pouvoir réparer. Et enfin, recycler. À la fin de notre traversée, si on n'a pas pu éviter des déchets en amont, c'est les recycler et les redonner à la terre. Alors, le premier R de cette démarche, c'est refuser. Pardon. Bug. Non, c'est refuser, c'est pas d'objets jetables à usage unique à bord. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais petite, quand on a traversé l'Atlantique, avant de partir, on a acheté un jambon de 8 kilos qui pendait dans le carré pendant toute la traversée, au lieu d'acheter 30 paquets de jambon emballés sous vide. Donc voilà, en fait, c'est éviter tous ces emballages en amont. Donc par exemple, c'est remplacer des gobelets en plastique par des mugs, des pailles en plastique par des pailles en inox. Et le plus facile, si on ne sait pas par où commencer, je pense que c'est la salle de bain. Parce que par exemple, les cotons, on peut remplacer par des cotons lavables. Ensuite, même tous les produits cosmétiques. Je pense d'ailleurs, en ce moment, il y a Oumaï qui est en train de parler. Donc, c'est par exemple passer au shampoing solide, acheter des shampoings solides plutôt que des emballages plastiques, etc. Mais pour pouvoir acheter tous ces produits sans emballage, il faut être équipé et avoir son kit des courses, avoir ses tubes, ses sachets, etc. Et savoir où acheter. Alors, pour savoir où acheter, vous avez un site qui s'appelle consovrac.com, j'enverrai, qui répertorie tous les sites où vous pouvez acheter en vrac. Et souvent, c'est des produits en plus locaux et de saison. Alors, ça peut paraître contraignant à première vue, et en fait, c'est tout l'inverse. On se simplifie la vie parce qu'une fois qu'on a fait nos courses, on n'a plus à les déballer, à jeter tous les emballages. Tout est déjà prêt à être utilisé. Donc, ça, c'est super. Ensuite, le deuxième R de cette démarche, c'est réduire, c'est acheter la bonne quantité. Quand on part en traversée, on n'a pas tant que ça d'espace.
Donc, on doit acheter les bons fringues qu'on aura besoin, on doit acheter la quantité de nourriture suffisante, mais bien gérée, etc. Donc, c'est acheter la bonne quantité. Quand on sait qu'en France, en moyenne, on jette 29 kilos de nourriture par an, dont 7 kilos qui sont encore emballés et 20 kilos qui sont encore consommables, ça fait réfléchir. Et ensuite, réduire, c'est aussi faire le tri dans tout ce qu'on a. Il faut savoir qu'en moyenne, en France, on possède 7000 objets, oui, véridique, et on n'utilise pas la moitié de tous ces objets. Alors, pourquoi pas faire le tri, sachant que tous les objets qu'on ne veut pas, ça fera forcément le bonheur de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai adopté une technique au premier confinement, et là, vu qu'il y a un confinement saison 2, peut-être que je vais renouveler l'expérience, c'est mettre dans une valise tous les habits et les objets que vous n'avez pas utilisés ou besoin pendant les 6 derniers mois. Vous fermez la valise et si vous vous rendez compte qu'au bout d'un mois, vous n'avez pas pensé à ouvrir la valise, c'est peut-être que tous ces habits-là, vous n'en avez pas besoin. Et donc, pourquoi pas les envoyer à une association comme Emmaüs, la Croix-Rouge, où là, vous ferez le bonheur de beaucoup de personnes. Donc voilà, le réduire, après refuser, réduire. On passe... Ah non, il y a toujours réduire. Il faut favoriser le faire soi-même. Plutôt que acheter des milliers de plats préparés, pourquoi pas favoriser le faire soi-même. Surtout le confinement, ça peut être une bonne opportunité. Je me rappelle qu'en traversée, j'étais omnibulée par le fait qu'avec un seul yaourt, on pouvait en fabriquer des dizaines. Et même, par exemple, en traversée, on a beau acheter un jambon de 8 kilos, on n'achète pas 50 baguettes de pain. Donc, c'est pourquoi pas faire son pain soi-même, etc. Ensuite, la première étape, c'est acheter ces produits solides, etc. Mais moi, ce que je pense le mieux, c'est la deuxième étape, c'est les faire soi-même. Et pourquoi pas remplacer la multitude des produits ménagers qu'on a chez soi par du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude. Et pareil pour les produits de beauté, pourquoi pas les faire soi-même, Et c'est vrai que là, moi, ce que je trouve, c'est qu'on a tendance à vouloir faire du propre chez nous en faisant du sale pour la planète, en multipliant nos produits ménagers, alors qu'un bon vinaigre blanc, ça suffit. Donc ensuite, dans cette démarche, il y a le R de réparer et réutiliser, car quand on part en traversée, il faut savoir qu'il faut être sûr de pouvoir réparer en cas de couac, si on a un coup de vent, si on a un problème, etc. Alors, pourquoi pas se mettre à la couture, au bricolage, réparer plutôt que racheter directement. Donc, ça peut être acheter des bons produits qui durent. Il y a beaucoup d'initiatives comme produitsdurables.com, etc. Ou même, par exemple, acheter des produits comme Fairphone, etc. Ensuite, c'est favoriser l'économie de partage. Donc, ça peut être entre colocs ou entre voisins. Il y a chercoloc.com, chervoisin.com, où il y a plein d'initiatives pour partager des produits entre voisins. Il y en a plein d'autres que j'enverrai à Morgane. Et surtout, quand on sait que, par exemple, une perceuse, sa durée moyenne d'utilisation dans toute sa vie, c'est 12 minutes, pourquoi pas l'acheter à plusieurs. Et ensuite, c'est pourquoi pas acheter d'occasion. Par exemple, acheter des produits reconditionnés pour tout ce qui est produits électroménagers. Et ensuite, pourquoi pas acheter en friperie ou apporter des jouets ou vêtements à des associations, comme on l'a dit tout à l'heure. Enfin, une fois qu'on a fini la traversée, qu'on arrive à bon port, c'est recycler tous les produits qu'on n'a pas pu éviter pendant la traversée. Mais il faut savoir que recycler, ça arrive à la fin parce que ça a des limites. Le plastique, les recyclables 2 à 3 fois, donc c'est pas à l'infini. Le papier et le carton, pareil, c'est pas recyclable à l'infini. L'aluminium et le verre, quant à eux, sont recyclables à l'infini, mais c'est une opération très énergivore. C'est pourquoi vraiment recycler, c'est bien, mais c'est pas forcément la solution sur le long terme. Et enfin, c'est redonner à la terre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre poubelle, c'est 30% de déchets organiques. Enfin, déjà, on dit déchets organiques, alors c'est pas des déchets.
Alors, pourquoi pas se mettre au compost et au lombricompost quand on est en appartement, parce qu'aujourd'hui, les déchets organiques, la plupart donc, sont incinérés. Et quand on sait que un déchet organique, c'est 90% d'eau, il y a quand même un meilleur rendement énergétique qu'on peut avoir. Donc là, on a fait cette démarche zéro déchet au global avec les 5 R. Je vous propose de l'appliquer à un secteur d'activité qui nous touche tous, c'est le secteur du numérique. Pour vous montrer un petit peu que cette démarche zéro déchet, en fait, on peut l'appliquer à n'importe quelle sphère de notre vie, que ce soit quand on est dans la salle de bain, quand on est dans la cuisine, quand on travaille, quand on est sur notre ordinateur. Alors, il faut savoir que le secteur du numérique, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de la consommation comme un pays comme le Laos. Donc, c'est quand même considérable. Alors, pourquoi pas refuser, par exemple, toutes les newsletters, les pubs, les spams? Il faut savoir qu'à 500 mails supprimés, on sauve un arbre. Alors, vous pouvez utiliser CleanFox, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de vous désabonner facilement de toutes vos newsletters et de toutes les pubs. Ensuite, ça peut être réduire. Plutôt que répondre à tous ou envoyer un mail qui ne concerne qu'une personne avec 10 000 personnes en copie, c'est réduire les envois. Il faut savoir qu'à 2 mails envoyés, c'est comme si on portait à ébullition une tasse d'eau. Ensuite, ça peut être réutilisé. Plutôt qu'envoyer des photos de votre confinement ou de vos vacances à 10 collègues, ça correspond comme si on roulait pendant 500 mètres en voiture. Pourquoi pas envoyer la version compressée ou utiliser votre workplace ou par exemple WeTransfer. Et ensuite, c'est recyclé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des produits électroniques ne sont pas recyclés. Donc, c'est énormément de déchets. Alors, pourquoi pas les recycler? Il y a ecosystem.fr qui recense tous les lieux où vous pouvez déposer vos téléphones ou les objets électroniques. Donc, nous venons là de voir la démarche zéro déchet. Donc, pour moi, il y a 3 avantages phares à cette démarche. Donc, tout d'abord, c'est écologique. Donc, on est en accord avec ses valeurs. On a l'impression qu'on fait du bien à la planète. En plus, c'est économique parce qu'on n'achète pas de manière impulsive. Finalement, sur le long terme, on achète vraiment quand on a besoin. Donc, c'est très économique. Et voilà, comme je disais, le bien-être, quand tes actions sont en accord avec tes paroles, tu te sens bien et tu as envie d'agir davantage. Alors, oui, là, c'est un petit challenge que je pourrais envoyer à Morgane, que j'ai envoyé à quelques entreprises pour se lancer. Et ce que je pense, moi, si on est... Alors, ça peut paraître plein de petites astuces à adopter chaque jour à titre individuel, mais je pense que si on est des centaines, des milliers, des millions à adopter ce mode de consommation et ce mode de vie, on pourra changer beaucoup de choses à grande échelle. Donc, merci beaucoup. Le plus important pour moi, c'est d'être conscient de notre impact et de faire ce qu'on peut faire progressivement. C'est une démarche, bien sûr, progressive parce qu'on est bien moussaillon avant de devenir capitaine. Merci. Merci Fanny pour cette présentation très enrichissante. Donc là, je n'ai pas noté de questions, je ne vois pas de questions de la part des participants. Vous pouvez poser les questions via le chat et je les lirai du coup juste après. Donc, quand on reçoit, je vais en poser une du coup. Qu'est-ce qui a été par exemple, ou qu'est-ce qui est le plus difficile pour se lancer dans la démarche zéro déchet? Qu'est-ce qui a été pour moi ou c'est plus en général? Pour toi, par exemple, et après... le plus difficile, ce que je trouve, moi, c'est le sport. Parce que, par exemple, je fais beaucoup de sport et notamment pour les chaussures. J'ai du mal encore, j'ai pas encore trouvé de marque. D'ailleurs, si quelqu'un veut se lancer, du coup, de bonnes baskets qui ne sont pas fabriquées à l'autre bout du monde.
Parce que c'est vrai qu'en fait, le système, il a tellement été fait comme ça, où on fabrique beaucoup en Chine et ensuite on exporte. Ça, pour le sport, je trouve ça dur quand tu veux avoir du bon matériel et fait en France. C'est encore un truc que j'ai du mal, sachant que des chaussures de sport, il faut les changer assez souvent, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, là, c'est un Là, exemple. il y avait une question, alors c'est de Solène. Est-ce que tu arrivais à faire du zéro déchet en étant étudiante? Euh, pour être honnête, pas vraiment. Je l'ai surtout commencé une fois que j'ai commencé ma vie active. Parce que c'est vrai qu'à l'école, je me rappelle, même on faisait des soirées, donc on arrivait avec plein de papiers emballés, j'allais tout le temps au Super U, etc. Là, à cette époque, je pensais que recycler, bah, j'étais écolo, quoi. Donc, non, étudiante, c'est surtout après où je me suis dit, mais là, en fait, comment je peux vraiment changer mon mode de vie? Après, tous les produits à faire soi-même, ça, j'ai toujours fait et j'ai toujours adoré. Mais c'est vrai que tout ce qui est emballage, on en parle de plus en plus, mais étudiante, c'était plus difficile. Ouais. Je comprends. Ensuite, ah oui, il y a Sophie qui pose la question, est-ce que le prix au vrac, c'est plus élevé? Oui, tu as beaucoup cette question-là. Alors, il y a beaucoup d'études qui montrent que bah, oui, c'est plus cher que les premières marques. Par exemple, si tu vas à Super U, tu achètes la première marque, bah oui, là, c'est plus cher. Mais à qualité égale, il y a énormément d'études qui ont montré que non, c'était même un petit peu moins cher. Après, ça dépend si tu vas à la Biocoop, oui, c'est moins cher, etc. Après, tu as Bio, c'est bon, etc. Là, c'est plus cher parce que c'est des grandes enseignes. Mais quand tu vas au marché, c'est beaucoup moins cher. Euh, et quand tu achètes dans les épiceries, oui, quand tu achètes du bio, oui, c'est un peu plus cher. Mais tu achètes la bonne quantité et tu favorises le faire toi-même. Donc au final, je trouve que tu y es gagnant. Et par exemple, il y a le marché, du coup, si vous êtes à Toulouse, tu as le marché à Jeanne d'Arc qui est génial et là où tu peux acheter tous tes produits aux producteurs, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, oui, Euh, rapidement. alors, il y avait une question de Augustin. Est-ce qu'il existe un site ou une base de données qui recense du coup tout ce genre de sites qui permettent de nous aider dans la démarche écolo ou zéro déchet? Oui, bah alors tu as beaucoup de sites, mais le plus simple, c'est que mais j'ai pas vu de site qui recensait toutes ces initiatives. Le plus simple, Augustin, c'est que j'envoie la liste, moi, des sites qui m'ont beaucoup aidé pour me lancer dans cette démarche. Et tu pourras la partager peut-être, Morgane? Ouais, je ne sais pas si ce sera possible. Après, si tu peux directement les partager ici, Ah oui, via le chat, ok. Bon, après, normalement, tu pourras. il y en a plein. En fait, après, il y a, bon, par exemple, pour recycler les déchets moins, comme je disais tout à l'heure, électroniques, par exemple, je vais sur Ouais, écosystème.fr. j'avais déjà mis, J'avais en noté. fait. Je l'ai Ok. mis dans le chat du coup. Et j'avais Point mis un autre, Consovrac. le CleanFox et le ConsoVrac. Ouais, j'ai mis ça Ouais, dans le chat. et Consovrac. Après, en fait, tu as beaucoup d'initiatives sur Internet, même tu as Zero Waste qui met enfin, beaucoup d'initiatives et d'exemples pour te lancer. Donc, tu peux aller sur le site de Zero Waste France. Euh, et après, en fait, je trouve que c'est une démarche où tu commences, par exemple, moi j'avais commencé par la salle de bain, et après je me dis, ah, tu as envie d'aller plus loin, et tu le vois un peu comme un jeu, et du coup, tu vas te renseigner sur... là, en ce moment, moi, ce qui me passionne, c'est le lombricompost et la permaculture, et du coup, bah, je me renseigne à fond sur les sites et les associations ou les personnes qui en font. Euh, mais... mais t'as pas un site qui recense tout. Tiens, lance-toi dans la démarche zéro déchet. Mhm. Enfin, je n'ai pas trouvé encore, Ouais. mais je vais chercher. Et du coup, en rapport avec le lombricompost, il y a Amaya qui demande du coup qu'est-ce que c'est. Ah, ok. Attends. Alors, en fait, quand tu veux faire de l'engrais, donc tu as deux possibilités, enfin, ou du houmous. Soit tu fais du compostage, mais ça, il faut que tu aies un jardin, c'est mieux parce que c'est dehors. Et si tu n'as pas de maison avec un jardin comme moi, par exemple, eh ben, tu optes pour un lombricompost. Et en fait, c'est la reproduction de l'écosystème de la forêt, entre guillemets. C'est comme si tu avais un élevage de vers
mais bon, c'est propre, hein, même ça sent rien du tout, etc. Et en gros, ça te permet de mettre tes déchets organiques. Et à la fin, donc en fait, les lombrics, c'est même pas des lombrics, là, c'est des vers, de fumier, donc ça s'appelle Eisenia. Et ces vers-là, ils vont manger tes déchets organiques, donc, du coup tes épluchures, etc. Et ça va te faire de l'engrais. Et c'est trop bien parce que du coup, c'est le cycle en fait naturel des épluchures et tout. Et à la fin, tu vas avoir de l'engrais pour tes plantes, pour ce que tu veux. Et si tu en as trop, après, tu peux le donner à des associations ou à ton maraîcher, etc. Et ça t'évite d'avoir des déchets supplémentaires dans ta poubelle noire qui n'ont rien à faire, là, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, il y avait plusieurs questions sur est-ce qu'il existe du coup, des sites internet qui répertorient du coup des recettes, alors, des produits cosmétiques à faire soi-même, faire ses propres produits en fait en général. Il y a le mien Bah oui, c'est pour ça. où je mets des recettes, mais après il y en a plein, hein. Parce que nous, du coup, on travaille avec des chimistes. Il y a une pharmacienne qui est avec nous. Et du coup, on essaye de faire des recettes simples, efficaces et soi-même. Ça s'appelle lafabriquedescastors.com. Mais après, tu as aussi Zero Waste qui en font. Euh, tu- Sur Amazon, tu as, mais moi, je trouve que c'est trop compliqué et ça pousse à la consommation d'une certaine façon. En fait, l'idée, c'est quand tu fais toi-même, c'est vraiment faire des produits très simples, basiques, avec le moins d'ingrédients possible, qui vient le moins loin du moins loin. Mais après, s'il y en a, ils sont pas, enfin, ils sont pas fans, par exemple, de faire son propre shampoing solide ou qui veulent pas forcément le faire, tu as beaucoup de marques qui se lancent, et notamment Oumae qui fait ses propres cosmétiques et que vous pouvez acheter. Mais sinon, sur le site internet, ou même on a un Instagram, donc vous pouvez regarder, il y a toutes les recettes. Et notamment, là, on a fait des stories sur le lombricompostage et qu'est-ce que c'est. Donc, tu pourras regarder dans la story enregistrée compost. Et du coup, j'ai mis le lien du site sur le chat, comme ça ils pourront aller voir. Ah, trop cool. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il y avait une question de Pauline. Est-ce que tu as choisi les entreprises dans lesquelles tu as fait des stages en fonction de tes convictions? Et si oui, lesquelles? Non, pas vraiment. En fait, au début, je me disais, c'est juste à titre personnel que je suis engagée et je voulais découvrir d'autres secteurs. Donc, j'ai fait mon alternance chez Oui SNCF, ou la SNCF. Et en plus, j'étais en finance. Donc, c'était pas trop zéro déchet. Et c'est plutôt en commençant, c'est plutôt quand j'ai commencé à travailler ou après à être prise en CDI où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que, en fait, je peux pas concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle? Est-ce que je me vois derrière un bureau toute la journée à faire des chiffres? Et c'est comme ça où je me suis dit, je vais vraiment allier les deux. Mais avant, je l'avais pas trop fait, en fait, pour mes stages. J'étais un peu plus en mode à vouloir faire la fête, trouver le truc cool, une ambiance sympa en entreprise. Et je mettais à côté mes convictions, j'avoue. Apparemment, le site, il est en construction. Mais oui, Il j'ai manque une vu ce question. matin. Ah, Ouais, d'accord. Bon, ben, il y a un bug juste aujourd'hui. ok. Donc, non, bien joué. Mais normalement, d'ici quelques minutes, ça sera bon. Ou sinon sur Instagram. D'ailleurs, parce que t'es la fondatrice de la Fabrique des Castors, c'est bien ça, hein? Ouais, oui, c'est ça, Oui. pardon. Et du coup, est-ce que tu vis du coup de la Fabrique des Castors? Est-ce que j'en vis là pour l'instant? Oui. Alors là, oui. Enfin, oui, je pourrais en vivre. Alors, par contre, j'ai eu la chance quand j'ai quitté mon CDI de faire des missions à côté et du coup là, je pouvais toucher le chômage au début quand j'ai lancé. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance et une opportunité. Au début, en plus j'ai lancé il n'y a pas si longtemps, j'ai lancé ça en février et j'avais beaucoup de demandes et ça commençait très bien, donc j'étais contente. Après, il y a eu le confinement, donc j'ai commencé à distance et là, on fait beaucoup de team building à distance. Donc aujourd'hui, oui, je pourrais en vivre. Euh, mais à côté, je fais encore des missions. Enfin, là, j'ai arrêté, mais en parallèle, l'année dernière, enfin, il y a quelques mois, je faisais des missions pour d'autres entreprises pour pouvoir gagner plus facilement ma vie.
Mais là, ça commence à prendre de l'ampleur. Du coup, aujourd'hui, là, je pourrais en vivre. Mais j'aimerais peut-être plutôt proposer à quelqu'un de me rejoindre à partir de janvier, soit en alternance, soit en stage, ou soit en CDI si j'arrive à avoir assez de revenus. Mais là, j'attends de voir la fin de l'année. Et vu le contexte est si particulier, c'est un peu compliqué quoi, Ouais, bah, c'est vrai. de se Et, projeter. et du coup, est-ce qu'il y a eu des difficultés quand parce que comme tu es la fondatrice, est-ce que tu as eu des difficultés du coup du coup, à créer l'entreprise et tout plein de choses quoi. Non, mais en fait, j'ai un peu créé. J'aurais dû peut-être plus me renseigner, mais en fait, j'ai fait un statut SASU. Et non, c'est assez facile. Mais c'est vrai que je trouve que c'est. Bah, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent lancer une boîte et qui ont des questions sur le début, vous pouvez m'écrire, hein, pas de souci. Mais je trouve que c'est vrai qu'au début, c'est un peu. Tu sais pas par où commencer. Parce qu'en plus, après, du coup, tu dois avoir un comptable, tu as les questions de TVA, des facturations, etc. Mais après, sur Internet, tu as tellement d'informations que tu trouves très vite quoi, Mmh. pour créer les statuts. Pardon. Alors là, est-ce que j'ai dit toutes les questions? Je crois qu'il y en avait une au début. Par exemple, on revient à la pratique du zéro déchet. Par quoi commencer en fait quand on se lance dans le zéro déchet? Bah, je trouve que tu n'as pas trop de... t'as pas de règles en fait. Ça dépend de tes sensibilités. Par exemple, ce qu'on a vu là, refuser, ça c'est des exemples, mais si par exemple, toi, c'est le lombricompost qui t'intéresse le plus, tu peux commencer par ça, même si là, dans la démarche lancée par Bea Johnson, c'est à la fin. Donc en fait, tu n'as pas vraiment de règles. Après, moi, ce que je trouve le plus facile pour commencer, c'est commencer par la salle de bain, parce que tu as énormément de produits alternatifs pour limiter tes déchets, que ce soit pour les shampoings solides, pour les dentifrices, même pour les femmes, tout ce qui est pour les menstruations, tu as plein de trucs, etc. Donc, je trouve que si on ne sait pas par où commencer, le plus simple, c'est commencer par la salle de bain. Mais c'est subjectif. Mmh. Ou commencer par faire un tri dans ta garde-robe et dire, mais en fait, est-ce que, vu que Jean Le Jean, lui, ça a un impact énorme, est-ce que moi, j'ai besoin de garder tous ces jeans-là? Est-ce que je peux pas faire mieux avec moi, en fait? Ouais, Voilà, c'est je vrai. sais pas si c'est répondu à la bonne Oui, question. oui. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Parce que là, j'en vois pas d'autres. Euh, Non, c'était des problèmes pour le site. Ok, mais ça, il faut que je regarde d'ailleurs. C'est la première fois que ça arrive. Ok. En attendant, il y a de nouvelles questions. Ah, Et, et ah s'il y a bah, des questions, au pire, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn ou... ouais, du coup, j'ai mis le lien LinkedIn. J'ai Ok, mis l'Insta de la fabrique des castors. Comme ça, ils ok, ont tout. ok. Euh, alors, bah, il y a Myriam qui pose la question pourquoi avoir donné ce nom du coup, à ton entreprise? Ah oui, oui, c'est vrai que c'est un peu particulier, ça peut faire enfantin. Moi, parce que j'adore les castors déjà. Je trouve que c'est non, mais je trouve que c'est un animal qui va créer des barrages, mais pas seulement que pour lui, pour, euh, pour qu'il vive mieux, en fait. Et en fait, tout ce qu'il crée, et ben, c'est bénéfique à tout l'écosystème qui est autour de lui. Et il vit tant dans l'eau que sur Terre. Donc, je me suis dit que c'était assez intéressant. Et pourquoi la fabrique? C'est parce que initialement, en fait, je proposais aux entreprises des ateliers do it yourself. Au début, je me suis dit ça, je me suis dit, ah, je vais proposer ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est pour ça que j'avais appelé ça la fabrique. Bon, après, là, du coup, ça a un peu changé, etc. Euh, donc voilà, c'est parce que j'aime beaucoup ouais, cet animal. Je trouve qu'il a beaucoup de vertus et en plus, il est marrant. Donc, je trouve ça assez ludique. Et les gens, ils retiennent bien. Alors, ça peut paraître, soit on aime bien, soit on n'aime pas, parce que c'est vrai que c'est enfantin. Mais au moins, les gens, ils s'en rappellent. Donc ça, c'est cool. Oui, c'est vrai, ouais.
Et d'ailleurs aussi, comme tu parlais de ton entreprise, et du coup, quelles sont les entreprises en fait que tu aides avec la Quel, fabrique du castor? quel type Oui, quel type d'entreprise, ouais, quel genre d'entreprise? En fait, il y a vraiment de tout. Il y a eu des grands groupes comme par exemple DXC Technologies, il y a eu Free, il y a la Banque de France. Mais après, il y a des petites entreprises, des PME comme GIA, GIE, Affer, et des startups. Et par exemple, là, le mois dernier, on a fait plusieurs ateliers en physique dans des startups. Mais après, on a fait aussi des ateliers ou des conférences thématiques, par exemple sur la pollution numérique ou le lombricompostage, etc., dans des grands groupes. Donc en fait, ça dépend. Je pense qu'en fait, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tout type d'entreprise veut se lancer, veut être le plus responsable possible. La RSE, ça se développe énormément. Et donc, que ce soit un grand groupe ou un petit groupe, ils veulent, ouais, ils veulent tous se lancer dans cette démarche. Donc, en fait, il n'y a pas un type d'entreprise en particulier. Okay. Et il peut y avoir très bien des entreprises qui sont déjà à fond dans le zéro déchet. Du coup, là, on va plus loin, donc c'est trop cool. Ou des entreprises qui, c'est nouveau, donc on va faire juste une présentation et on va aller mollo, quoi. Donc, ça dépend. Merci pour cette réponse. Il y a aussi, alors là, c'est une question plus large de Gabriel Mazot. Est-ce que c'est une démarche qui peut s'apparenter à de la décroissance? Très bonne question. Ce terme, il me gêne un peu parce que décroître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vivre moins bien. Donc, par exemple, on veut toujours croître. Enfin, ça dépend quel terme on donne à décroissance. Moi, je pense, moi, je n'ai pas encore bien réfléchi, tout réfléchi à cette question, mais je pense que ce n'est pas de la décroissance. Enfin, ce n'est pas une décroissance qu'on veut. C'est peut-être de la décroissance dans certains secteurs d'activité pour ensuite créer de la croissance dans d'autres. C'est par exemple peut-être, oui, peut-être qu'on va devoir dans l'industrie du textile décroître sur certaines sphères d'activité. Bah oui, parce qu'il y a un problème, on ne peut pas continuer dans le fast fashion éternellement. Mais à côté, croître, développer davantage dans le secteur de la réparation, du recyclage, du zéro déchet, même des choses en vrac. Donc je pense que ce n'est pas de la décroissance pure et dure, mais oui, peut-être de la décroissance dans certains secteurs ou sphères et pour croître dans d'autres sphères. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Oui, après, il faudra voir si Gabriel Mazot, du coup, cette réponse, C'est cool. il a dit merci beaucoup. Ah, ok. Parce que je crois que, en fait, oui, tu peux pas avoir les réponses, mais ouais. Ah, cool. Ensuite, une question, je pense que c'est Romane. Quel type d'atelier proposez-vous en vue du coup du contexte, avec le contexte sanitaire et notamment pendant le confinement? Ok, donc aux entreprises, qu'est-ce qu'on propose? Alors, on fait des conférences thématiques, des webinaires un peu comme ça, thématiques sur différents sujets, par exemple sur la pollution numérique, comme je disais tout à l'heure, le lombricompost, ou par exemple le recyclage. Donc, il y a plusieurs thématiques, ou même une présentation de la démarche de vos déchets, comme on a fait aujourd'hui, en un peu plus poussé et développé, spécifique à l'entreprise. Où on a lancé là un jeu qui marche pas mal là, pendant le confinement. C'est l'éco-cluedo et en gros, c'est un jeu, un team building, où pendant une semaine, tu as des défis et des énigmes à résoudre par équipe. Et l'objectif, c'est de deviner comment la crise écologique s'est déclenchée dans l'entreprise. Et comme je ne sais pas si vous voyez le Cluedo, mais c'est exactement pareil. C'est en gros, tu as des cartes qui manquent qui sont à l'origine de la crise écologique. Tu as un service qui est à l'origine. Il l'a fait, par exemple, en organisant des batailles d'eau dans la... Bon, c'est ludique hein, dans l'entreprise. Et le lieu, par exemple, cafétéria, etc. Et pour découvrir, en fait, cette origine, ils ont des énigmes et des défis chaque jour à résoudre. Parce qu'on pense que... si tu rends la chose ludique et vraiment positif, ça va beaucoup mieux passer. Et surtout, encore plus si tu fais un jeu, parce que du coup, souvent les entreprises, elles font gagner à la fin des chèques cadeaux ou
ouais, ou des cadeaux. Et donc, les gens, on marche tous un peu à la carotte. Donc, ça veut dire qu'on est content de savoir qu'il y a un cadeau à la clé, quoi. Et le message passe quand même, quoi. Super, elle vient de répondre. Et ah oui, les ateliers, c'est que pour les entreprises en fait. Ça peut pas être pour des personnes lambda, simples citoyens, qui veulent avoir des ateliers, enfin des DIY, je sais pas. Ah, si. Enfin, en fait, initialement, quand j'avais lancé la fabrique des castors, je voulais proposer aux particuliers. Mais en fait, c'est très dur de faire de la communication. Enfin, il faut être hyper actif sur les réseaux sociaux, etc. pour capter en fait les particuliers. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour les entreprises. Mais ça m'est arrivé de faire, bon là du coup il y en a qui sont annulés, mais pour des enterrements de jeunes filles, etc. Mais c'est plus, on me contacte et je fais, ou même des fois je peux faire des webinaires où n'importe qui peut s'inscrire. Mais si, bien sûr, avec plaisir pour le faire, mais c'est juste que je me suis pas encore posé, enfin, je me suis dit que c'était plus facile de commencer avec des entreprises. Mais si par exemple, il y en a qui disent, ah bah vas-y, est-ce que vous êtes motivé pour faire un webinaire et on fait des recettes, c'est vrai que je pourrais le faire pendant le confinement, pourquoi pas. Et notamment, je fais avec Ma Petite Planète, c'est un jeu que d'ailleurs n'importe qui peut participer, c'est trop drôle. Pendant 3 semaines, tu as des défis écolos. Et je connais le fondateur de ce jeu et à chaque édition, je fais des ateliers qui sont ouverts à tous, à n'importe qui, même qui participe au jeu ou non. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent. Ok, super. Il est 49, on va clôturer la conférence. En tout cas, merci beaucoup, Fanny, Merci, pour nous Morgane. avoir éclairé du coup sur cette pratique du zéro déchet. J'espère qu'à tous que la conférence vous a plu. Et bon courage aussi à tout le monde pour ce moment particulier qu'on vit en ce moment. Pour les autres, enfin pour tout le monde d'ailleurs, on se retrouve demain pour les conférences du coup cette fois-ci sur la diversité, l'inclusion et l'entrepreneuriat social. Et aussi rendez-vous le 1er avril pour cette fois-ci la deuxième partie des ANED avec du coup des ateliers, les Eco Awards qui seront, on l'espère, en présentiel. Merci beaucoup. Salut. Merci.